qui a beaucoup questionné le monde de l'enfance et sa représentation au cinéma. C'est François Truffaut, évidemment. On va avoir un extrait des 400 coups, qui est un film de 59, qui est son premier long métrage. Et quand je disais qu'évidemment l'enfance, quand c'était abordé par les cinéastes, c'était souvent une grande part autobiographique. Là, avec les 400 coups, on a clairement l'enfance, il s'en est pas caché, hein, il y a pas de... c'est l'enfance de François Truffaut incarné. Alors là, c'est une rencontre en plus totalement exceptionnelle avec le petit Douanel, qui va devenir, c'est un des couples de cinéma comédiens, réalisateurs les plus sidérants, avec une espèce de mimétisme, et on va voir un comédien, donc Douanel, là, qui grandit et qui va continuer à faire les films de Truffaut et qui va ressembler à Truffaut, hein, qui sera littéralement son double. Vous le savez aussi peut-être, Truffaut, avant de faire des films, donc le premier long là en 59, était critique de cinéma. En fait, Truffaut, il vient de la littérature, hein, il vient de l'écrit, il lisait beaucoup, il était très attaché aux romans, aux classiques français. Et puis, il a commencé par écrire dans des revues critiques, évidemment les Cahiers du cinéma, compagnon de Bazin. Et là, avant de faire son film sur l'enfance, beaucoup critiqué les metteurs en scène qui justement utilisaient, je l'ai dit en début de mon intervention, leurs personnages d'enfants comme faire valoir, comme porte-drapeau aux idées des adultes. Entre autres, il y a un texte dont j'aurais pu vous lire un extrait, mais qui est très connu, où il critique très sévèrement. Alors Truffaut était très sévère avant de faire des films. Il a beaucoup critiqué ses collègues. Un film que vous connaissez, qui n'est pas du tout passé à la trappe, qui est Le Ballon Rouge d'Albert Lamoris. Il a écrit un texte redoutable, précisément, on peut le trouver, hein, sur Internet. Je vous engage à le lire, sur tout ce qui est pour lui amoral dans l'utilisation des personnages pour enfants, et particulièrement dans le Ballon Rouge. Le Ballon Rouge qui date de 1956. Alors on va voir où je passe. Je vais peut-être passer, pardon. Hein, ça fait 2 minutes, mais enfin, les 400 coups, c'est un film que vous connaissez. J'essaie de gagner un peu de temps pour qu'on ait quand même un peu de temps d'échange. Et le pont et le lien est assez direct avec un cinéaste qui s'appelle Piala, Maurice Piala, alors j'ai hésité là encore à vous montrer deux. J'ai hésité entre L'enfance nue, qui est finalement mon choix final, qui est un film de 68, et Passe ton bac d'abord. Alors L'enfance nue, comme c'est indiqué dans le titre, c'est sur l'enfance, et Passe ton bac d'abord, c'est plus sur l'adolescence, hein, puisqu'on est sur là des jeunes qui sont entre 17 et 19 ans et qui sont dans leur année de bac. Alors Piala, déjà, quand même un mot, hein, sur ce cinéaste, c'est quel que soit le film, quelle que soit même la posture, c'est un homme qui se situe contre. Voilà. C'était un râleur, c'était un gueulard, c'était un homme des crises sur les plateaux. Voilà, c'est vraiment lui, la crise, il l'éprouvait, et peut-être même comme condition à création. Là, sur L'enfance nue, c'est intéressant parce qu'il travaille. Alors Truffaut Piala a beaucoup travaillé avec des acteurs, y compris adultes, mais qui n'étaient pas comédiens professionnels. Il aimait bien mélanger. C'est lui qui a découvert Sandrine Bonnaire, donc qui est devenue professionnelle, mais au moment d'À nos amours, c'était une gamine qui n'avait jamais fait de théâtre, rien, qui n'avait jamais joué, et elle lui a donné le rôle titre, donc quand même une place importante. Et tout le long de sa filmographie, il aime comme ça donc mélanger. Alors sur L'enfance nue, il y a que des personnages qui ne sont pas des comédiens, on va le voir. Et c'est intéressant dans ce point d'équilibre entre ils ne sont pas tout à fait eux-mêmes et pas tout à fait encore acteurs. Donc il y a quelque chose qui est proche du... Là, on est entre cinéma de fiction et cinéma documentaire qui est intéressant. Alors le personnage principal, c'est François. Il a
qui est joué par, par Michel Tarazon. Il a 13 ans. Et il est brinque-ballé de famille d'accueil en famille d'accueil. C'est un enfant voilà, qui n'a plus de parents et qui, évidemment, alors lui, ne trouve pas sa place ni au sein d'une famille qui pourrait l'accueillir, ni dans cette société qui lui claque la porte au nez à chaque fois que quelque chose est possible. Là, il vient d'être recueilli par Pépère et Mémère, dont on va voir un extrait, qui est un couple de gens âgés qui a l'habitude, ils ont eu chacun de leur côté, c'est raconté dans le film, hein, leurs enfants, leurs propres enfants, pas d'enfants ensemble, mais leurs propres enfants, mais les enfants qu'ils ont eus ensemble, si je puis dire, sont des enfants qu'ils ont accueillis. Donc là, il y a un plus grand aussi que François, et donc là, il vient d'arriver, il a été rejeté dans sa famille précédente parce il faisait que des bêtises, enfin des choses. Il a tué un chat, il est violent, il est en réaction. Enfin, on sent bien que cette violence, cette agressivité-là est l'expression d'un mal-être. Hein. C'est pas un troublion, un rebelle pour être rebelle. Il est mal dans sa peau, et là il vient, c'est rien de le dire, il vient donc d'être recueilli par Pépère et Mémère, où il s'est fait tabasser à l'école, le premier jour d'école, et voilà ce qui lui arrive une fois rentré à la maison. Les producteurs du film sont plusieurs. Il y a Vera Belmont qui était comédienne, François Truffaut, déjà évoqué, et surtout Claude Berry, qui avait fait le film Le vieil homme et l'enfant, que vous connaissez peut-être, et que Piala a énormément critiqué. Il disait, donc tout en ayant comme producteur Claude Berry, il disait précisément, moi je veux faire l'anti, le contre, l'inverse absolu du vieil homme et l'enfant, où là on est sur une relation pareille, hein, d'un vieux avec un petit garçon, mais qui est gentillette. Voilà. Les enfants ne sont pas gentils, forcément. Il y a un autre auteur, alors là je pense à lui parce que ça me traverse l'esprit, mais qui n'est pas du tout un cinéaste, mais qui est Michel Houellebecq, qui écrit des phrases, même des paragraphes intéressants sur l'enfance. Il dit, mais les enfants, ils sont comme les adultes, ils sont cruels, jaloux, égocentriques. Voilà, ils sont pas mieux que nous, ils sont même souvent pires, et représentons-les tels qu'ils sont, quoi. Voilà, c'était précisément le désir et les objectifs de tous les cinéastes que j'ai présentés ce matin. Alors on va terminer par un film de Rossellini, toujours sur révolte liée à la société. Là, c'est quelle société avec Allemagne année zéro? C'est Berlin de l'après-guerre, donc une capitale, un pays totalement dévasté. Et comment ce petit garçon qui est le seul à... son nom m'échappe, c'est Helmut, je crois, est le seul de sa famille à pouvoir un peu échanger, faire du troc, faire vivre sa famille. Il est placé là par la nécessité de ce Berlin exsangue à devenir le père de famille, alors que il n'a plus de mère et que son propre père est malade et qu'il va mourir. Alors je ne dévoile pas dans quelles circonstances. Il est adulte avant l'heure, en tout cas on le charge de l'être alors qu'il a 12 ans, Edmund. Il a 12 ans et pourtant il va devoir se conduire comme la seule personne responsable du foyer et évidemment faire des mauvaises rencontres, des rencontres dangereuses parce qu'il erre de jour et de nuit, il fait des choses pas tout à fait recommandables, donc il se met en danger. Pourquoi j'ai voulu terminer par Allemagne année zéro? Parce que je voulais faire une ouverture sur Allemagne année zéro, Rossellini. J'ai parlé de la modernité et de la nouvelle vague. Vous le savez, la modernité avant la nouvelle vague, c'était le néo-réalisme dont évidemment Rossellini est le fer de lance.
Après, en deux mots, après la Seconde Guerre mondiale, les cinéastes ont voulu raconter leurs propres histoires, devenir les auteurs, d'où le terme politique des auteurs de leurs films, et aussi avoir une narration qui ne correspondait plus aux critères du cinéma classique, avec donc des repères tout à fait identifiables, avec une exposition, un développement, une fin, mais avoir une narration beaucoup plus éclatée qui laissait plus de place au filmage, au cinéma, au temps qui s'écoule. Voilà. C'était en gros pour redonner sa place au spectateur, à lui-même de s'emparer du film et de se saisir du film comme il le souhaitait. Alors, je suis un peu schématique, hein, excusez-moi, mais alors que dans le cinéma classique, il y avait une narration, une intrigue que tout le monde pouvait suivre, avec des émotions que tout le monde éprouvait au même moment, pour dire vite. Là, le spectateur est plus au milieu de sensations que d'une histoire très ficelée. Voilà. Alors, pourquoi j'ai voulu finir par lui? Parce que, donc Rossellini, néo-réalisme, là on finit ce qu'on a appelé la trilogie de la guerre, après Rome, Ville ouverte et Paisa. Il va donner lieu, enfin, il va être poursuivi en France par ce courant donc, dont Truffaut est un des membres fondateurs, j'ai envie de dire, qui est la Nouvelle Vague. Et je voulais juste finir là-dessus pour vous dire qu'à ce moment, puisqu'on a parlé des enfants et des adolescents qui ont toujours été représentés dans les films, hein, même avant-guerre, dans le cinéma classique, etc. Mais là, à partir de la Nouvelle Vague, on va voir apparaître de nouvelles têtes et des jeunes acteurs, des comédiens, des héros plus jeunes que précédemment. Donc c'est là que vont apparaître donc les héros des films vont être des jeunes adultes, et ça c'est une des grands pavés dans la mare de la Nouvelle Vague. C'est plus les papas, c'est plus les tontons flingueurs qu'on voit à l'écran, mais c'est des Belmondo, des Brialy, des Bernadette Lafont, c'est des nouvelles têtes qui apparaissent. Et donc voilà pourquoi Rossellini